Cocorico. Oh là là, il a chaud, il est pas bien. Et salut à tous, bienvenue à Las Vegas où c'est l'effervescence aujourd'hui puisque ça y est, la finale du main event des WSOP démarre. Elle se déroulera sur 2 jours. L'objectif de la première phase, passer de 9 à 4 joueurs. L'occasion de voir si les 6 Européens vont réussir à refaire leur retard sur les 3 Américains qui dominent actuellement. Et sinon, Cocorico, je vous avais dit d'y croire jusqu'au bout. Enfin, un bracelet français, c'était sur une épreuve en ligne. Bravo à Julien Sidbon, on reviendra dessus dans ce flash. D'autres Français sont aussi bien placés sur l'épreuve 10 000 $ 6 max. Également au programme, le saviez-vous, dédié à un parieur complètement fou de Las Vegas. Et puis on ira à la rencontre de Stéphane Matteux pour faire un point sur l'été du team Winamax. C'est parti. Mais avant de se plonger dans la table finale du main event, l'actualité du jour, c'est le bracelet de Julien Sidbon. Oui, il l'a fait. Pourtant, il y a 10 jours, il n'était pas encore si sûr de lui. Rappelez-vous ce qu'il nous disait. En fait, ouais, j'avais l'objectif du bracelet à 40 ans. Je m'étais dit ça il y a peut-être 2 ans. Je m'étais dit, j'aimerais vraiment avoir un bracelet à 40 ans. Il s'avère que mes 40 ans étaient le 2 juillet. Donc, c'est passé, mais pas de bracelet. Mais il reste 10 jours. Eh bien c'est fait, oui, Julien Sidbon remporte le premier bracelet français de l'été, lui qui avait déjà atteint 2 tables finales en dur. C'est sur une épreuve en ligne qu'il s'est imposé 550 joueurs au départ de l'épreuve 18, un tournoi à 2 000 $ qui s'est joué dans des conditions complètement folles pour lui, il nous raconte. En train de jouer le horse et je commençais à jouer trop de coups. Je me suis dit bon, je vais jouer un tournoi en même temps pour essayer justement de ralentir un petit peu. Donc j'ai commencé à jouer sur mon téléphone, j'ai sauté. Après ça on a dit on va se faire un petit japonais, donc j'étais avec mon téléphone en train de conduire, il faut surtout pas le dire. Bon, je l'ai dit, donc j'étais en train de jouer en conduisant, on arrive au japonais, on a mangé au japonais et il s'est avéré un truc énormissime, c'est qu'à la bulle j'ai 2 as, je raise, un mec sur relance et là mon téléphone s'éteint. Je dis putain, faut que j'aille dans la voiture chercher ma batterie et tout, je commence à courir, il me dit mais vas-y connecte-toi sur mon téléphone. Donc je prends mon téléphone, je connecte, il reste 5 secondes, je clique raise juste comme ça. Le mec fait tapis, il a as roi, j'ai 2 as et je double à la bulle. Et donc j'avais genre maintenant 40 blindes, ou 45 blindes, un truc comme ça, et du coup le tournoi est parti comme ça. J'ai conduit pendant 25 minutes sur le téléphone en rentrant à la villa, on était 12 left et après ça j'ai joué la TF tranquille sur mon ordi et tout, dinguissime quoi. Vraiment soirée de ouf quoi. Il y avait Flo, il y avait Max, il y avait Mathieu, il y avait toute la villa. Enfin, on était 4 ou 5 dans la chambre au début, c'était derrière moi en train de regarder. Et quand j'étais en heads up, j'ai dit j'ai besoin d'être seul, etc. pour bien. J'avais gardé Virgilou et Mousse qui avaient des pourcentages et donc qui kiffaient avec moi. Et du coup, j'ai joué, moi je suis là tranquille, sans pression parce que vraiment, je voulais vraiment absolument gagner. Et après ça, quand on a gagné, c'était la folie quoi. C'était la folie. Champion du monde quoi. Pour moi, c'est le Graal dans le sens où pour moi, je viens du foot. Jouer la Coupe du Monde, c'était mon rêve. J'ai jamais pu faire ça au foot et je peux le faire ici tous les ans quoi. Et pouvoir le gagner enfin, c'est magnifique. Énorme, merci, putain, bravo, l'histoire elle est incroyable. Et de nombreux Français veulent bien sûr imiter Julien Sidbon en cette fin de championnat du monde, notamment sur l'épreuve à 10 000 $ 6 max, un format particulièrement prisé des joueurs français. Fabrice Bigot a longtemps tenu avant de s'incliner en fin de journée et on retrouvera Alexandre Réard en finale demain pour tenter d'aller chercher le 2e bracelet français de l'été. Et à l'heure où nous concluons ce flash, Alex Réard occupe la position de chip leader et nourrit de nombreux espoirs d'aller chercher son second bracelet. Verdict dans le flash de demain. La table finale du main event a donc débuté dans une ambiance absolument indescriptible. C'est énorme, ça crie de partout, ils étaient 10 043 au départ, ils ne sont plus que 9 à lutter pour le titre de champion du monde et les 12 100 000 $ allant avec. Les Américains ont rapidement pris le contrôle et après 2 heures de jeu, c'est Daniel Holzner qui est le premier éliminé. Il a longtemps été short stack sur cette table et c'est finalement avec As-Valet contre paire de 10 qu'il a réussi à partir à tapis, mais il n'a pas pu améliorer sa main. Il remporte 900 000 $ pour sa 9e place. Plus tard, ce fut au tour de Juan Maceras de partir à tapis lui aussi, tombé short stack, lui qui a longtemps été chip leader des demi-finales. Il a ensuite pris quelques sales coups derrière la nuque. Une fois arrivé à 10 joueurs restants, c'est avec Roi 9 contre le As-10 de Toby Lewis qu'il est parti à tapis, mais il n'a pas pu améliorer sa main. Il termine 8e et le premier millionnaire de ce main event. Il remporte 1 125 000 $.
Bien qu'ayant éliminé Juan Maceras, Toby Lewis figurait encore parmi les plus petits tapis de cette finale et il a trouvé un bon spot pour envoyer son tapis Henry Steele avec Roi Valet, mais Steven Jones a encore enfilé son costume de bourreau et l'a payé avec paire de 10. C'est la 7e place pour l'anglais qui empoche 1 425 000 $. La Bérésina a continué pour les Européens. On a d'abord perdu Dean Hutchison, parti à tapis avec paire de 5 contre la paire de 7 de Yatman. L'Écossais empoche 1 850 000 $ pour sa 6e place. Le suivant a passé la trappe, un autre Européen, l'Ukrainien Ruslan Pridrik, parti à tapis avec Dame 10 contre le As-Valet de Vein9 alors qu'il était en position de short stack. Nous sommes alors tombés à 4 joueurs, soit l'objectif de la journée, mais les organisateurs ont décidé de poursuivre un peu aux grandes dames de Jan-Peter Yatman, qui a perdu de nombreuses plumes avant d'envoyer ses jetons avec Roi-Dame, tombant contre les As d'Adam Walton. Au final, les 3 Américains ont évincé les 6 Européens. C'est Steven Jones qui sera chip leader devant Daniel Weinman et Adam Walton à l'heure de la reprise. Et encore un grand bravo à Julien Sidbon. Attention tout de même de ne pas aller craquer tout son argent dans les casinos comme William Lee Bergstrom, un parieur fou dont on vous raconte l'histoire dans Le Saviez-vous ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de William Lee Bergstrom ? William, de base, c'est un agent immobilier, mais son surnom, c'est The Suitcase Man, l'homme à la mallette. Son histoire, c'est écrite ici. Obinions, c'était le 24 septembre 1980. William arrive au casino avec 2 mallettes, l'une contenant 777 000 $, l'autre vide. Il s'installe à une table de craps et décide de miser l'intégralité de la mallette pleine sur la Don't Pass Line. Le casino hallucine, c'est tout simplement la plus grosse mise jamais enregistrée ici, Obinions. 777 000 $ à l'époque, il faut savoir que ça correspond à 2,7 millions de dollars de nos jours. Mais voilà, il y a une tradition, le premier pari d'un client est toujours accepté par Jack Binions, le président du casino. Les règles du jeu sont très complexes, mais je vous la fais vite, les dés sont lancés et William gagne. Il ouvre alors la mallette vide et se fait payer en cash les 777 000 $ de la victoire. Il repart avec 2 mallettes pleines et devient The Suitcase Man. Il y a une partie un peu plus sombre à l'histoire. William était désespéré et avait prévu de mettre fin à ses jours en cas de défaite au craps. À la place, il a fait le tour du monde durant 4 ans, mais a tout de même fini par mettre fin à ses jours en 1985. De son côté, le team Winamax n'a pas vraiment fait le plein de mallettes, mais quelques belles performances ont tout de même été réalisées. On a rencontré Stéphane Matteux pour faire le bilan. En moyenne, on est quand même plutôt favori pour gagner au moins un bracelet par été quand tout le monde joue. En tout cas, c'est ce qui s'est passé depuis les dernières années. Cette année, il n'y a pas eu de bracelet, pas encore. Il reste très peu de tournois, mais donc un petit peu décevant dans ce sens-là. Après, il y a quand même eu quelques résultats. C'est un été mitigé en fait. On a les superstars qui font un très bel été pour le coup, eux, qui ont quand même fait à eux 2 5 tables finales, donc 4 Joao. Et une Adrian sur le 100 000, là où il a fini 3e. Donc voilà, pour eux, c'est un bel été. Pour le reste de l'équipe, c'est plus compliqué, excepté pour la belle histoire d'Estelle, bien sûr. Joao, c'est clair que lui, il fait partie de ces gens où c'est les victoires lui qui comptent. Et effectivement, ce classement Player of the Year, ça fait plusieurs années qu'il est vraiment après ça. Il joue un nombre incroyable de tournois et Joao, il ne s'arrête pas. Dès qu'il a fini, il finit une table finale. Même là, son dernier tournoi, il a fini 4e du 25K. 1 heure après, il s'était inscrit dans le tournoi en late reg à 19h. Et donc il enchaîne. Il a fait 4 tables finales. Il est largement gagnant sur tout l'été. Mais effectivement, quand il n'y a pas de bracelet, ça reste un petit peu un goût amer encore. Adrian, oui, il est encore, pour l'instant, lui, il n'a pas encore fini son été. Pour le coup, il joue également des tournois. Là, il y a une grosse série aussi au Win là, avec les tournois WPT, avec des très gros high rollers également. Donc Adrian n'a pas complètement terminé. Cette perf sur le 100K, il finit 3e pour 1,1 million, je crois. Donc clairement, ça l'a mis financièrement positif pour quasiment l'été, ça c'est clair. Mais bon, voilà, Adrian, c'est pareil, c'est la même mentalité. Il joue pour gagner, il joue pour gagner des titres, il joue pour gagner le plus possible. Donc pour l'instant, le bilan est très bon pour lui, mais il manque encore la cerise sur le gâteau, quoi. Davidi, effectivement, il a fait aussi un été plutôt bon pour le coup. Il est positif sur les World Series. Je pense une immense déception son main event, mais bon, ce qui reste pareil, ça reste mitigé parce qu'il fait quand même 170e, ce qui est son meilleur résultat ever. Et en même temps, c'est tellement le tournoi dont il rêve depuis toujours. Davidi, c'est le seul joueur de poker que je connaisse qui affirme qu'un jour il va gagner le main event, donc moi ça j'adore.
Et donc voilà, là, cette année, c'est vrai qu'il se retrouve là, des 5 avec des ambitions énormes et voilà, il se retrouve hyper frustré de finir 170e. Et Romain qui commence à jouer des très gros tournois, bon ça c'est la bonne nouvelle, pour l'instant il n'a pas encore concrétisé en tout cas de très gros résultats là-dedans, mais bon il y en aura d'autres, hein, il y en aura d'autres, là on n'est qu'à une étape en fait hein, dans l'année et dans sa carrière aussi. Bah oui, l'histoire d'Estelle, c'est un conte de fées. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc fabuleux. Bon, déjà, elle est française, elle gagne la Top Shark espagnole, donc ça, déjà, c'était improbable pour commencer. Elle fait une année où elle découvre complètement tout ça. Je veux dire, tout est complètement nouveau pour elle. Elle avait joué avant ça. Je sais pas, je vais m'aventurer peut-être 5 ou 6 tournois live toute sa vie. Voilà, elle se retrouve à Vegas, première fois à tout découvrir, à halluciner complètement de tout. Et voilà, et là, la belle histoire, elle fait cette place, 68e dans le main event, dans le plus beau tournoi du monde. Last woman standing avec tout ce qui va derrière. Elle a une énergie incroyable, Estelle. Elle déborde de bienveillance, de bonheur. Elle a un sourire hyper communicatif. Elle se marre, elle est détendue. Je trouve qu'elle a géré son event, je trouve, avec énormément de recul, hein, vu les circonstances quand même. C'est la super histoire pour elle, bien sûr, en premier. Pour nous, parce qu'on parle de ça et puis ça crée effectivement voilà, une super vibe autour de ça. Et puis même, c'est vrai qu'on a vu tous les autres médias qui se sont un peu emparés du truc et qui ont kiffé l'histoire. Donc voilà, moi je lui souhaite de continuer. Elle est encore avec nous pendant un certain nombre de mois. Donc voilà, c'est clair qu'on ne pouvait pas faire mieux pour son histoire à elle. Ouais. C'est la fin de ce flash, on se retrouve demain pour connaître le champion du monde de poker 2023. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, ça fait plaisir, mais surtout prenez soin de vous. Salut!